Vous écoutez Le Grand Débat, issu de l'épisode S713 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 décembre 2023. Cette émission vous est présentée par Leica, fabricant d'appareils photo allemand et expert en optique et mécanique de précision depuis plus d'un siècle. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Sacha Goldberger pour cette grande discussion au coin du feu. Alors Sacha, tu le soulignes très régulièrement, même si à la fin c'est ton nom qui figure en crédit de tes images, tu travailles en équipe. Parmi les nombreuses personnes qui peuplent ton entourage, Ben Simon est Ben. celui qui te conseille de près ou de loin sur tous tes projets. Il nous explique en quoi consiste son rôle d'homme orchestre. De la première idée à la conception, en passant par la fabrication des images, je suis là quasiment à tous les stades avec lui. Et alors bon, bien souvent, les bonnes idées, c'est lui qui les a. C'est ce qu'il faut dire quand même. Mais on arrive à trouver des idées en travaillant ensemble. On fait beaucoup de brainstorm par téléphone depuis le Covid. En tout cas, on a appris à travailler beaucoup à distance, mais finalement, ça change pas grand-chose. Parce que voilà, on a une habitude de travail qui est assez bien calée maintenant, et voilà, on peut travailler comme ça pendant des heures, juste en discutant en fait. Voilà, et ensuite, tout ce qui est habillage artistique de ces séries, je fais les logos de ces séries, éventuellement les légendes, tout ce qui va avec, et toute la direction artistique qui va autour de la charte qu'on dédie à une série. Plus, j'avoue que j'ai un petit rôle aussi parfois de conseiller technique à cause de mes petites compétences en informatique. Voilà. Après, j'ai un regard aussi. Moi, je viens du théâtre. Je fais toujours du théâtre. C'est ce qui m'a constitué. Et donc, sur les shoots, je regarde surtout les regards, les sourires, les inflexions de sourcils, voilà, tout ce qui on met beaucoup le regard en fait, tout ce qui me fait dire d'une photo qu'elle peut être vraiment magnifique ou pas. Je pense que ça dépend bien souvent aussi d'un jeu d'acteur carrément. Je pense que dans toutes les photos qu'on fait, de toute façon, il y a tellement de rôles possibles, d'interprétations possibles à chaque fois qu'on est sur une série, à part évidemment les séries un peu abstraites comme C'est bientôt hier, où là on est sur quelque chose de tout à fait différent, mais dès qu'on met en scène, on est bien sûr confronté à des problèmes d'action, d'intention d'acteur en tout cas. Alors même si on est sur des images arrêtées, évidemment, il n'y a pas de mouvement et pas de cohérence à trouver dans le temps. Mais même quand on ne capture qu'un seul frêle moment comme ça, j'ai l'impression qu'on capture aussi l'âme des gens et ce qu'ils ressentent au moment où on les shoot et au moment où ça fait clic, quoi. Bon, ce qui est très rassurant finalement dans le témoignage de Ben, c'est qu'il nous confirme que les bonnes idées, c'est toi qui les as. Donc ça, c'est quand même un bon point de départ. Blague à part, on sent quand même qu'il y a une forte complicité entre vous deux. Vous vous êtes rencontrés comment? Vous savez, je crois que moi, je travaille que en famille. Donc mon équipe, c'est comme une espèce de grande famille. Et Ben est un élément primordial de cette famille. On s'est rencontrés parce que c'était un chef d'entreprise qui voulait me faire bosser sur un sujet. Il m'a dit: «Ah, j'ai un graphiste qui est vachement bien». À l'époque, tout le monde était graphiste, des gens découvraient Illustrator. Et moi, j'avais été directeur artistique. Et il m'a dit: «Il faut que je te présente un type qui s'appelle Ben Simon». Et je me suis dit: «Waouh, c'est encore un type qui a découvert le graphisme il y a 15 jours avec Illustrator». Et puis je suis arrivé chez Ben et Ben m'a montré les propositions qu'il a faites pour ce chef d'entreprise, pour cette boîte. Et chaque truc qu'il faisait, c'était dingue. Je me suis dit: «Waouh». Et donc en partant, je lui ai dit: «Écoutez, je pense qu'un jour on travaillera ensemble». Ça, c'était il y a 10-15 ans. Et puis je lui ai fait faire mon premier bouquin.
qui s'appelait Mamika, Grande Petite Grand-mère. Mhm. J'avais pas envie de faire de la DA. Je trouvais que c'était trop pour moi. Il y avait trop d'investissement. Et donc, on a fait ce bouquin. Et c'est pareil, quand j'ai commencé, je me suis dit, il va pas y arriver, ça va être compliqué. Et le bouquin est dingue, on s'est éclaté. Et puis aujourd'hui, c'est le parrain de mon fils. Et effectivement, il a tout ce qu'il raconte plus au-delà, c'est-à-dire que y a On n'a pas tout diffusé, hein. On a un Non. long échange avec Oui. lui parce qu'il s'exprime formidablement bien. On Ouais. pourrait l'écouter des heures, mais il a mis 1000 casquettes en fait. C'est un mec vraiment impressionnant. Il est dément. Il est dément parce que ça va c'est un cerveau, voilà, et donc il est très bon pour tout ce qui est l'écriture. En fait, on partage beaucoup de choses ensemble et en général, quand on fait l'editing, je fais pas un editing sans lui. Et parfois, alors, il y a des scènes qui sont assez marrantes. Le mec est capable de regarder une meuf à poil de dos et dire ah, là, je sens qu'elle est possédée par le personnage. Regarde son sourire chez Ben, elle est de dos. Oui, mais moi, je sais. Voilà. Et non, mais si tu veux, voilà. Et donc, en fait, on rigole beaucoup. Et je pense que c'est très important. On rigole beaucoup. Et en fait, mais il n'y a pas un boulot que je fasse dans lequel il ne fait pas partie. Je l'impose absolument partout. Et il met en valeur notre travail, parce que je pourrais dire mon travail, mais c'est notre travail. Et puis pour les idées, en fait, j'ai été élevé dans la pub. Donc, on est deux et on se parle et puis on trouve. Et puis, il y en a un qui a une bonne idée, l'autre qui en a une mauvaise. Et puis, avec la mauvaise, on en trouve une bonne. Donc, je fais ces échanges de ping-pong avec lui. Donc, il n'y a quasiment pas un jour où on n'est pas ensemble. Alors, effectivement, aujourd'hui un peu plus on utilise la technologie, ce qui est assez pratique aussi. Mais voilà, et c'est dément parce qu'il est toujours là et que je pense que dans la photographie, en tout cas dans celle que moi je fais, qui est très différente de celle de beaucoup de gens, on a besoin d'avoir autour de soi des gens qui vont mettre en valeur le travail et amener des choses. Je suis pas capable de tout faire tout seul. Et donc, je suis ni maquilleur, ni coiffeur, ni styliste. Et donc, c'est mon équipe qui est une très grosse équipe qui chacun va amener une petite pièce à l'édifice et j'espère, en général, moi je travaille pour tous ces gens, enfin pour toute mon équipe. Et pour organiser toute cette équipe dont tu parlais d'écriture, à quel point vous préparez les choses en amont avec Ben avant un sujet et quelle va être peut-être aussi la part de repérage par rapport à tout ce que tu envisages de faire? Alors, en réalité, on peut mettre 1 an avant de faire une série. Tu vois, on a cité quelques séries là, mais il y a des séries, il y a 1 ou 2 ans de préparation. Souvent, ce qui se passe, c'est que j'arrive avec... je vais voir Ben et je lui dis, putain, j'ai une idée, je lui sors un truc complètement débile. Et puis là, on commence à développer le truc. Mais une idée en soi, ça suffit pas. Donc derrière, comme c'est des mises en scène, il faut des décors. Alors, jusqu'à la dernière série que j'ai faite, qui s'appelle... Quand on travaille, on a un premier titre qui nous permet de faire des documents que je fais avec Ben pour montrer le projet, pour convaincre les gens comme soit des collectionneurs, soit des artistes, soit de participer à cette série de photos. Et puis après, quand on a fini les photos, on cherche un titre définitif. Et là, le titre, ça s'appelle The Lady Doesn't Vanish. En référence au film d'Hitchcock. Et il y a un petit sous-titre qui s'appelle Hitchcock as a Feminist. Et donc, je ne sais plus du tout ce que je disais, mais que la vie était les belle. repérages, voilà. les repérages. Alors, pour les repérages, voilà. Donc, en lieu, surtout les décors. Alors, en fait, si tu veux, quand tu écris une histoire, en fait, on se dit, voilà, la situation, ça va être ça, voilà ce qu'on veut raconter. Maintenant, où est-ce qu'on va faire ça? Et comme jusqu'à Hitchcock, je n'avais pas les moyens de fabriquer des décors, j'allais sur des décors existants. Et donc, le principe, c'est que, en gros, je fais du repérage. Je pars avec un ou plusieurs appareils, avec plusieurs optiques. Je fais c'est presque là que se fait la photo. Je shoot différents axes et je reviens au bureau avec ces différentes images. Et avec ça, on va tout construire. C'est-à-dire qu'avec Ben, on va commencer à se dire, tiens, voilà, l'histoire c'est ça, la fille sera là, le type sera ici, il va se passer ici, ça. Et puis une fois qu'on est mis d'accord, on commence à faire un document en écrivant ça. Ensuite, je vais voir le styliste, la directrice de casting, en lui disant j'ai besoin d'une fille comme ci, d'un mec comme ça, machin. On fait les recherches. Une fois qu'on a le casting, avec la photo et le casting, on va aller voir le styliste et là il va, donc c'est Thierry, c'est toujours le même, Thierry Fortin, qui est un type exceptionnel. Thierry, non, là il y a pas une petite interview avec Thierry. C'est con parce que alors Thierry, je peux vous faire Thierry, c'est assez formidable. Et on écoute Thierry.
Et en fait, Thierry va trouver les vêtements qui vont aller avec l'histoire et qui vont aller avec le décor. Parce que dans nos images, j'essaye d'avoir une vraie cohérence entre les personnages et ce qu'on voit, pour qu'on ne se dise pas qu'ils ont été collés là par hasard. Voilà, rien n'est fait par hasard d'ailleurs. On peut citer la maison Louis Carré, qui est incroyable dans la série Meet My Mom, par exemple. Donc c'est le lieu qui inspire la série, ou alors c'est plutôt les références un peu Mad Men, un peu comme ça, qui vont découler plutôt sur le lieu. Alors, Meet My Mom, en fait, ma mère, elle est seule. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse un truc pour que ma mère rencontre des gens, parce que je ne vais pas continuer à l'avoir sur le dos là pendant longtemps. Oui, parce que pour les gens visualisent, c'est des personnes qui portent leurs parents sur le dos. Littéralement sur leur dos. Voilà. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on va faire des soirées dans lesquelles chacun va amener son père ou sa mère, et puis au théâtre, ils vont s'éclater, ils vont se rencontrer, comme ça, nous, on sera... Et puis, suite à ça, cette idée géniale que je n'ai pas développée, mais qui est une bonne idée, je trouve qu'on devrait faire ça. On devrait faire des soirées Leica, Meet My Mom. Gaël, Leica M, Leica M avec un cœur. Ouais, non, ça se tient. Et donc, on s'est dit, justement avec Ben, on s'est dit, tiens, montons une série qui soit un peu esthétique. Et l'idée, c'était qu'effectivement, si tu mets des gens avec leurs parents, qui ont leurs parents sur le dos, dans un univers contemporain, c'est très lourd. Déjà, la série, elle pèse son poids, comme les parents, en fait. Et donc, on a cherché, effectivement, comme tu dis. Alors, moi, mes références étaient Hopper. Edward Hopper, pas Denis. Non, Denis, c'est une bonne référence. C'est bien aussi, mais c'est différent. Denis Hopper, c'est lui qui a fait le studio de Extra Notes Terrestre, de la série Extra Notes Terrestre. Il a monté ce studio, et il s'en est servi pour une série Z. Voilà, je digresse. Donc, Edward Hopper, et effectivement, Hopper, je suis très fan d'Hopper, donc je cherchais des décors à la Hopper. Et puis, les repéreurs avec qui je travaille m'ont dit, tiens, il y a la maison Louis Carré qui est juste Alvar Aalto qui est dingue. Et donc, quand on a vu ça, on a été faire un repérage, on a loué la maison pendant plusieurs jours, et effectivement, on a fait des photos tout autour de la maison, à l'intérieur de la maison, et en éclairant à la manière de Hopper. Donc, moi, je suis arrivé avec le repérage, exactement ce que je vous ai dit, et puis pas mal de références de peinture, parce que Hopper est très présent dans mon boulot. Et pour la série Portrait croisé, c'est comment tu raisonnes? Est-ce que c'est la personnalité que tu veux photographier qui t'inspire l'image et le personnage grimé, ou c'est l'image finale qui te permet de trouver la personnalité qui va le mieux fitter avec? Alors, je vais encore digresser. Vas-y. Portrait croisé, c'est un truc très particulier. Je pense que tout le monde se souvient de l'époque où on nous a expliqué qu'on n'était pas essentiel. Et quand on a entendu ça, donc c'était pendant le Covid, on s'est dit avec Ben et puis les gens avec qui je travaille, c'est-à-dire des coiffeurs, des maquilleurs, des stylistes, des décorateurs, on s'est dit waouh, mais comment ça on n'est pas essentiel? Enfin, si, on est essentiel. Enfin, et donc j'ai décidé de monter avec mon équipe, et puis les artistes que je connaissais, donc il y avait Pierre Richard, il y avait quelques artistes comme ça, et je leur ai dit voilà, on n'est pas essentiel. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une série sur la culture non essentielle? Et tout le monde a dit oui. Et donc, on est parti sur quelques jours de shooting. On a fait des photos argentiques, noir et blanc. Et puis je me suis dit, waouh, c'était un gros sujet, parce que nous, tout d'un coup, moi, mon univers à moi s'effondrait. Mon beau-père était chirurgien, et à chaque fois, il m'expliquait que pour arriver à opérer et sauver des vies, il avait besoin de la culture. Donc, la culture, voilà, ça nourrit, c'est quelque chose, pour moi, qui est non seulement essentiel, mais elle est essentielle à la vie. Et voilà. Et donc, on a fait cette série. J'ai été voir Cultura et je leur ai dit, vous n'êtes pas essentiel puisque distributeur de culture. Alors que la première chose que les gens ont fait pendant le Covid, c'est quand même d'aller acheter des bouquins et d'écouter de la musique. Enfin, il n'y avait rien de cohérent dans tout ça. Donc, j'ai été les voir et je leur ai proposé ce projet. Et suite à ça, on a fait Portrait croisé. Alors après, le fonctionnement, il est... l'idée de Portrait croisé, c'est non essentiel. C'est on prend des gens de la culture d'aujourd'hui qu'on va mélanger avec des gens de la culture d'hier. Les classiques. Parfois, on se permet de prendre des œuvres qu'on ne connaît pas forcément. On se dit, on en parle toujours en disant mais qui connaît ça? Justement, il est peut-être temps d'en parler. Et en général, quand on fait... Alors, nos recherches, elles sont... je travaille en équipe. Donc là, c'est plus la garde rapprochée, c'est plus seulement Ben, c'est tout le reste de l'équipe. On fait des grosses sessions de travail.
Et en gros, Cultura nous propose, par le biais de notre productrice, nous propose des artistes qu'on aime. C'est-à-dire que moi, je prends pas de gens que j'aime pas. Ça, je sais pas photographier les gens que j'aime pas. Voilà. Donc, et puis à partir du moment où on se met d'accord sur cette liste, on bosse. Alors parfois, il y a des artistes, moi je les ai souvent au téléphone, qui te disent « Ah, j'ai toujours rêvé d'être », et puis c'est bien. Jean-Paul Rouve a toujours rêvé d'être Rasputin. Alors, Jean-Paul Rouve a toujours été en train de lire, tu vois, justement plusieurs livres sur Rasputin. Il m'a dit, je suis à fond sur Rasputin, le personnage m'intéresse vraiment. Est-ce que ça t'intéresserait de faire un portrait de Rasputin? Et nous, on avait déjà, pour d'autres artistes, évoqué, mon équipe, quand je dis nous, c'est toute l'équipe, on avait évoqué Rasputin, et je savais exactement quel portrait je voulais faire. Donc, je lui ai dit, écoute, je t'envoie un portrait, dis-moi si ce portrait te conviendrait, et on était d'accord sur le portrait. Donc parfois, il y a ça. Et puis parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils disent, on fait confiance. Faites-nous des propositions. Et puis parfois aussi, ils nous proposent des choses qui ne marchent pas parce que le personnage n'est pas assez emblématique, et que ça suffit pas. Voilà, on m'a proposé Simone Veil. Simone Veil, qu'est-ce qui fait que Simone Veil est reconnaissable? Rien. Et ça suffit pas de faire une coupe d'époque et une tenue d'époque. Donc on essaye quand même d'avoir des choses. Alors que Pierre Richard en spermatozoïde, ça marche bien, quoi. En hommage à Woody Allen, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais vouloir le demander, un des titres de films les plus longs de l'histoire du cinéma. Ouais. Alors Pierre, j'ai une histoire particulière. J'ai fait pas mal de portraits avec lui. J'ai fait une série qui n'a jamais encore été montrée, qui s'appelle Louis 114, qui est le futur de Louis XIV, imaginé par Louis XIV et ses contemporains. Et il jouait le cardinal de Mazarin. Il y avait Mathieu Chédid aussi qui était dedans, qui faisait Lully. Et quand j'ai fait Non Essentiel, il m'a fait le bon, du bon, la brute et le truand. Il m'a dit, j'adorerais être Clint Eastwood. Et le portrait, il est vraiment chouette. Oui, avec le poncho. Ouais, magnifique. poncho. Et puis alors, c'est là où le mec est dingue. C'est comme Berléand. C'est-à-dire que c'est un acteur. En 3 minutes, il avait le regard, la machin. Enfin, il n'y a rien à faire. C'est un bonheur. Et donc là, je suis revenu vers lui en lui disant, viens, on fait un portrait croisé. Il m'a dit, OK, mais il était crevé. J'ai pas le temps. Je te donne 30 minutes. Je dis, putain, 30 minutes, c'est pas beaucoup, 30 minutes pour faire un portrait. Alors, OK, on prépare tout avant, etc. Mais 30 minutes. J'ai dit, OK, Pierre. Moi, je dis toujours oui, de toute façon. Oui, Pierre, bien sûr, 30 minutes. C'est beaucoup, 30 minutes. Si tu veux, je te en 15 minutes. On fait. Et donc, il fallait un truc qui soit, tu vois, facile à porter, dans lequel il n'y ait pas de coiffure, pas trop de maquillage. Et donc, je lui dis, écoute, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, en plus, il avait mal à la jambe, donc il ne pouvait pas rester trop debout. Ouais. Et puis il a dit oui. Il a dit oui avec enthousiasme. Le portrait a duré 30 minutes et on s'est éclaté. Et évidemment, en fait, de reprendre, tu vois, enfin, moi, ce film, c'est un de mes films cultes. Ça, et puis le petit passage aussi, bon, on l'a pas fait, avec la chèvre, tu vois, où il tombe amoureux du mouton, pardon. On le sent quand même bien dans tout ce que tu nous racontes là, parce que tout est très préparé, très maîtrisé, très anticipé, travail d'équipe, évidemment. Il y a quand même un peu d'impro au moment de la prise de vue de ton côté, ou no way? Alors, ça dépend. Sur portrait croisé, il n'y en a pas. Parce qu'on est en train de refaire quelque chose qui existe déjà et que l'idée, c'est de se rapprocher au maximum. Donc, on n'est pas dans de l'impro. Après, toutes les autres séries, il y a une énorme part d'impro. C'est-à-dire que moi, je contrôle tout avec l'équipe. On met tout le monde en position. Et après, il y a le jeu de l'acteur. Et ça, c'est la magie de l'acteur. C'est-à-dire qu'il va amener, comme le maquilleur va amener un petit truc, la maquilleuse ou le styliste, l'acteur va ramener son attitude, le truc qui va faire que d'une idée qu'on avait, ça va faire une très bonne image ou une bonne image. Et c'est très important. Maintenant, je vous dis, excepté un portrait croisé, parce que ça, c'est pas le jeu. Et puis après, on va jusqu'à une série qui n'a pas encore été dévoilée, mais qui s'appelle C'est bientôt hier, qui est une série que je shoote depuis 3 ans et que je suis encore en train de shooter, où là, effectivement, on est dans le mouvement et dans des choses très... et là, en fait, ce n'est quasiment que de l'impro. Ok. Mais voilà, la part d'impro existe, mais elle est finale. Parce que là, on parlait de Pierre Richard, qui est quand même un acteur plutôt expressif dans certains de ses films. Or, sur tes portraits de manière générale, les personnages sont très peu expressifs. Est-ce que ça, c'est volontaire, ou tu leur dis ne souriez pas, ne grimacez pas
Alors, jusqu'à maintenant, parce que le travail heureusement évolue enfin, au fur et à mesure des années, c'est vrai que ma référence, quand je parlais de Hopper, moi, ce que j'aime dans les tableaux de Hopper, c'est que quand tu regardes les personnages, il n'y a pas d'expression. Et après, c'est à la personne qui regarde le tableau de se projeter dans ce qu'il a envie. C'est un peu comme un psy, tu sais, où il Ouais. est derrière et tu sais pas ce qu'il pense et c'est toi qui va te dire, tiens, là, il se fout de ma gueule ou il est en train de pleurer. Ben là, c'est pareil. En photo, je trouvais, en tout cas, et maintenant j'ai un petit peu évolué, mais que le fait d'avoir des gens figés, et, ça te permet d'essayer d'imaginer ce qui se passait un peu avant ou un peu après. Et voilà, et c'est très. Maintenant, récemment, là, je commence à être un peu plus dans le mouvement et dans l'action, et donc c'est vrai que la série sur Hitchcock, elle est beaucoup plus expressive, et que Même ta grand-mère en pleine action, en train de voler, enfin, elle avait toujours le visage plutôt. Alors ma grand-mère, je la figé quand même. briefais, je lui disais, ma grand-mère, je lui disais, imagine que tu es une baronne. Et, Regardez les vidéos sur ton compte Insta où on l'entend parler, ta grand-mère, avec. Oui, c'est très belle imitation. Ouais, je fais très bien Mamika. Ouais, Mamika, alors Mamika, elle est quand même assez expressive. Mamika, c'est incroyable parce que je sais pas, j'ai dû faire 5 ou 10 000 photos avec elle. Il y a Bah, pas... expressif dans le regard, je trouve, mais les traits sont souvent très. Enfin, c'est sûrement une bonne direction. Non. Écoute, en tout cas, à chaque fois, je trouvais qu'elle amenait quelque chose de différent. Mais c'est vrai que, en tout cas, en ce qui concerne ma grand-mère, on essayait d'être le plus possible décalé dans les attitudes et sérieux décalé dans la situation et sérieux dans les attitudes. Ouais, c'est ça. De manière à pas rentrer dans le burlesque. C'est ça la ligne. Je voulais absolument qu'à aucun moment elle ne soit ridicule. Donc c'est vrai que je l'ai foutue dans des tenues absolument improbables. Et à chaque fois, elle avait toujours cette espèce de tête haute et ce regard comme ça. Très digne, quoi. Ouais, digne. Ouais. Et je trouve que ça a amené... alors, moi, je viens d'Europe centrale et mon humour est... Alors, il est pas... Mais il est particulier et un peu comme Berléand. Berléand, il fait des vannes, il te balance des trucs, et il n'y a pas un sourire. Ouais. Et j'aime ça. Ouais, très en fait. pince sans rire, Voilà. Ouais. Et j'ai l'impression que quand tu commences à te marrer à tes blagues, c'est que ta blague, elle est foirée. Et donc, dans les photos, c'était pareil. Je me suis dit, si on en fait trop, en fait, on sentira plus la subtilité de l'humour. Bon. Alors, bon, on le comprend, hein, tu conçois tes séries dans des univers très travaillés. Peu de choses sont laissées au hasard et tu vas même jusqu'à créer des objets pour les intégrer dans tes compositions. Alain Roussel, model maker, réalise toutes sortes d'objets pour le théâtre, le cinéma et la publicité. Il nous raconte la conception d'un Mickey selon l'ancienne charte graphique de Disney en train de faire un selfie avec un Rolleiflex, une commande très précise de ta part. Je connaissais Sacha déjà de nom et de réputation, et je voyais assez bien ce qu'il faisait. Et puis, il y a eu quelques touches et discussions avant de faire ce Mickey, qui était vraiment notre première collaboration. C'est son agent d'abord qui m'avait contacté. Et puis après, il m'a appelé, il me dit, il faut que ce soit vraiment le Mickey des origines. Alors d'accord, je me suis documenté. Effectivement, le Mickey, pour peu qu'on s'y intéresse, a beaucoup évolué. Le graphisme a beaucoup changé. Il y a des choses qui sentent une époque très révolue, mais donc il voulait vraiment un truc, un Mickey ancien, patiné, etc. Donc il m'a dit, bah voilà, je veux ça, je veux qu'il soit bien patiné, qu'il ait vécu et tout ça, et il fait un selfie. Alors donc, moi je savais pas trop bien au niveau sculpture, parce que le Mickey, il n'est pas très grand, il fait un petit mètre, on va dire, de haut. Donc, il tient un Rolleiflex qui est assez gros, le Rolleiflex. Et donc, il fallait trouver la juste position. Il a des doigts spéciaux, Mickey. Et donc, on a discuté un petit peu de ça. Il m'a dit, et puis après, j'ai un petit peu dessiné. Je me débrouille pas mal en dessin, donc un peu dessiné. Il a vu des trucs, ouais, ça. Et puis après, je suis parti en la sculpture. C'est des boulots qui ont l'air de rien comme ça, mais Mickey, c'est des choses qui sont très, très connues et très, très repérées. Et en plus, les chartes graphiques sont très précises, donc c'est pas évident à faire d'avoir un personnage qui soit vraiment, surtout la tête, qui soit vraiment, qui soit bien collé, quoi, disons, avec ça. Parce qu'il y a pas beaucoup de liberté finalement, en fait. On comprend évidemment que tu avais l'autorisation de Disney pour faire cette reproduction et réaliser cette image. C'était venu L'histoire est comment quand même- le selfie Mickey là? En plus, franchement, faire un selfie avec des gros doigts sur un Rolleiflex, c'est pas Écoute, naturel. Disney vient me voir et me dit, écoutez, on aimerait, c'est les 90 ans de Mickey, est-ce que vous pourriez nous faire en gros un portrait, trouver une idée? C'est une agence de pub qui vient me voir pour ça.
Et on aimerait un artiste pouvoir communiquer dessus, qui soit pas que un photographe de pub, mais qui fasse aussi d'autres choses. Et donc je bosse, hein, et puis je propose, comme c'est les 90 ans, je propose un Mickey d'il y a 90 ans en train de se shooter faire un selfie. Alors ça c'est pas avec un Rolleiflex d'il y a 90 ans, et je propose de faire une solarisation à la Man Ray comme il y a 90 ans. Les mecs me disent génial, on y va. J'appelle Alain, je découvre Alain, et effectivement, c'est pas si simple parce que, alors, Alain est sculpteur, c'est magique. Moi, je l'ai toujours, le Mickey à la maison, il est sublime, mais il te pose des questions. Il y a une queue, pas de queue, quelle attitude, quel truc. Bon. Et le Mickey est vraiment, vraiment, vraiment dingue. Et puis au moment de faire la photo, il y a mon agent qui m'appelle et qui me dit « On a un petit problème. En fait, Disney, ils sont tombés sur une photo de cul que tu aurais faite avec Blanche-Neige et des nains. » Je lui dis bah, « Oui, c'est la série Secret Eden, tu sais. Oui, alors ça peut-être que ça va leur poser un problème. » Je lui dis « Écoute, mais non, tous les artistes, tu vois, ils veulent un artiste. On a tous fait des trucs un peu décalés. De cul avec Blanche-Neige. Il y a toujours un peu de normal, cul. quoi. Bon, autant vous dire que c'est pas passé. C'est-à-dire que le lendemain, elle m'a rappelé en me disant voilà, en fait, ça passe pas du tout. Ils ont peur que les médias communiquent sur cette photo. Ils avaient plus ou moins raison. Donc, la photo est annulée. Donc, moi, j'ai appelé Alain. Je lui ai dit écoute, on fait cette photo. Alain était payé quand même. Alors, c'est moi qui l'ai payé. Ok. C'est pas les cas. Non. Non, j'étais pas ambassadeur. Rolleiflex. Et puis, on a fait la photo. La photo, elle a été exposée avec la galerie Baudouin-Le-Bon l'année dernière à Paris Photo. Et donc, pour la première fois, j'avais jamais fait ça. On a fait une solarisation qui est quand même aussi, donc on a shooté en film et c'est un sacré bordel. Mais l'image est dingue, elle est chouette et c'était une belle et c'est une belle rencontre parce que depuis on travaille avec Alain. Il m'a fait tous les objets de Louis XIV, donc ça veut dire qu'on a réinventé main de justice. Il m'a fait un D2R2 version Louis XIV. Enfin voilà, le mec est un Attends, ça ressemble à quoi un R2D2 version Louis XIV? Alors comme le mec te dit je taquine un peu en dessin, en fait le mec te fait des aquarelles à tomber par terre. Oui, c'est comme Ben Simon. C'est à peu près ça, ouais. Et comme moi en gravel, quoi. Exactement, c'est pareil. Exactement, c'est ça. Et donc, alors c'est comment? C'est en bois. Il y a un espèce de dôme sur lequel il a peint à la main le fond, qui est un fond peint avec des nuages, juste comme ça. Écoute, l'objet est dingue. J'espère l'exposer assez rapidement. Donc voilà, on est sur le coup. Et donc voilà, Alain. Et donc parfois aussi, il me fait pour Portrait Croisé, il me fait des objets. Enfin, dès que c'est lui qui m'a fait les navettes spatiales pour Extra-Notso Terrestre. Enfin, il est partie prenante dans mes productions. Et tout ça, c'est ton univers. Comment tu le décrirais, cet univers? C'est pas facile. C'est un mélange de pop et finalement de culture, de peinture, de référence à la Renaissance, à l'ère flamande, etc. En termes de lumière, en termes de décor. C'est pas facile à saisir tout ça. J'ai eu de la chance quand j'étais petit d'avoir une mère qui m'emmenait beaucoup au musée, et un père qui me faisait voir beaucoup de films. Donc en fait, j'ai été baigné dans toutes sortes de choses. Et c'est vrai que quand je travaille, je récupère des références un peu partout. Donc comme tu dis, parfois peinture, beaucoup de cinéma, parfois un mélange entre les deux. Donc les super-héros, c'est ça, c'est une espèce de croisement entre et surtout avec un fond derrière, parce que on peut avoir l'impression comme ça que ça reste juste esthétique, mais il y a toujours une histoire. Sauf que je ne clame pas forcément les histoires que je veux raconter. Je pense que c'est à chacun d'aller les chercher. C'est comme les gens qui vous racontent leur vie. Parfois, c'est bien d'aller leur poser des questions. Il y a de l'esthétique, évidemment, dans ton travail, mais ça raconte aussi des choses. C'est quoi les messages, s'il y en a, que tu veux faire passer avec tes images ou tes séries d'images? Alors, j'ai l'impression que chaque série va nous raconter un truc un peu différent. En tout cas, il y a un truc général sur la différence, sur être différent, et sur le mélange. Et je trouve que et c'est chez nous très culturel parce que d'un côté, j'ai une mère juive d'Europe centrale qui est très, très euphorique et très rigolote, et une grand-mère aussi qui était très excentrique. Et puis de l'autre côté, du côté de mon père, on est français, normand, un peu plus classique. Il fabriquait du fromage, hein, c'est ça. Ouais, donc ça fait un bon contraste, tu vois. C'est pas mal.
Exactement. Mon grand-père était fromager et fermier aussi. Donc, voilà, c'est deux. Donc, j'essaie de parler de ça. Et puis après, la dernière série sur Hitchcock, c'est un questionnement sur le féminisme à travers le prisme des films d'Hitchcock. Par exemple, Secret Eden, c'est toute une série sur l'érotisme et sur l'imagination. C'est-à-dire que c'est des photos, si vous les regardez, qui sont prises au même endroit avec une lumière différente, et si on les superpose, eh bien, ça raconte une autre histoire qui peut être érotique ou Un peu moins suggéré. exactement, voilà. Mais c'est toujours l'imagination qui doit faire le travail. Je pense que ma grand-mère, c'était un sujet particulier. Bon, alors elle a été zone test pendant des années déjà, mais surtout, c'est que j'avais envie qu'on parle de la vieillesse autrement. C'est-à-dire que tout ce que je voyais à l'époque, c'était du noir et blanc avec des gens dans des maisons de retraite qui se faisaient caca dessus. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas ça que je vois en fait. Moi, Oui, je me parce mets- que, pardon de t'interrompre, mais on parle de ta grand-mère depuis le début. Rappelons elle est décédée à l'âge de 102 ans quand même, Ouais, et que tu as commencé des séries avec elle à un âge 85. bien entamé. Voilà, Ouais. donc, et on la voit dans des tenues hyper moulantes de super-héros, avec son chien d'ailleurs très souvent. Je me suis éclaté avec elle. Écoute, quand on a commencé, elle commençait un peu à perdre la tête un peu, à avoir des problèmes de mémoire. Et on a décidé de mettre ça en avant et en valeur. Donc, le décalage, hein, de montrer, de rester dans l'humour. Et puis, on a fait une série. Et puis après, il y a un magazine, à l'époque, c'était le magazine Wild, qui m'a dit, on adorerait faire une série de mode avec votre grand-mère. C'était Marie qui m'avait demandé de faire cette série. Et puis, on m'a proposé des expos, des choses comme ça. Et donc, à chaque fois, je me disais, ça y est, c'est bon, j'ai fait une série avec ma grand-mère, j'en ai fait 2, on va s'arrêter. Puis, au bout d'un mois, elle venait me voir, elle m'appelait, elle me disait, mon chéri, on peut faire encore des photos. Je dis, ok, mamie, si tu veux. Et on recommençait pour un tour, et on a fait ça comme ça pendant 20 ans. Non, 15 ans. Et la dernière photo que j'ai faite d'elle, alors l'avant-dernière, c'était, elle jouait la reine mère, enfin, c'est dans Louis XIV. Et la toute dernière, c'était pendant le Covid. On a fait une photo pour les Anglais pour montrer que rester chez soi, c'était ça, être des super-héros. Et donc, on l'a sorti avec son élévateur. On l'a habillé en Superman. Je l'ai collé dans un fauteuil. À partir du moment où elle parlait à peine, c'était près tout juste si elle dormait. Et j'ai dit, mamie, on va faire des photos. Elle a ouvert l'œil, elle a dit, on va faire des photos. Elle a posé pendant 30 minutes, mais incroyable. C'est-à-dire que Lina, ma compagne, la regardait, elle m'a dit, mais je ne l'ai jamais vue comme ça. Je lui disais, lève un peu le bras, machin. Et puis à un moment, je lui ai dit, c'est bon, on a la photo. Elle s'est rendormie. On l'a ressoulevée, elle s'est endormie dans son truc et on l'a déshabillée pendant qu'elle dormait et on l'a remis dans son lit. Et c'était notre dernière photo. Tu es très décomplexé, Sacha, et au-delà du fait que c'est très agréable, je trouve, tu as quand même tu as fait ce choix de mélanger ton travail artistique, ta vie personnelle, que ce soit dans certaines de tes séries ou même de manière très publique sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu mélanges tout ça? Est-ce que c'est une manière d'immortaliser un peu tout ce qui t'arrive? Alors, ma grand-mère, c'est particulier. Je ne sais pas si tu fais référence à ma grand-mère, mais Pas que. ma grand-mère, à un moment donné, il y a 30 ans, je me suis retrouvé dans la voiture et je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, mais avec qui je vais parler de ma grand-mère quand elle ne sera plus là? Et j'étais très triste. Je me suis dit, mais en fait, les gens, ils vont me dire, ah oui, elle était formidable, mais personne ne saura. Et donc, en faisant ces photos, c'était une façon de partager avec tout le monde cette femme formidable. Euh, Après, mon travail de photo est assez personnel et raconte pas mal de choses. Mais c'est vrai que dans les photos, on peut retrouver, il y a quelques photos, il y a une photo de moi avec ma mère et ma grand-mère, et c'est des sujets qui me touchent. Après, sur les sites, mes enfants, ils ont Ils leur ont des Insta, Insta, ils ont quoi. leur Insta, mais c'est pas le mien. Et puis je les montre pas beaucoup sur mon truc perso, enfin sur mon truc de boulot, c'est-à-dire sur Sacha Goldberger. Je le montre un peu de temps en temps parce que je trouve que je trouve qu'ils font partie de ma vie et que c'est mignon et que il y a une espèce de folklore quand même autour de mon travail qui est voilà, les gens avec qui je travaille, c'est ma famille, et ma famille, ils sont souvent là dans les shootings. Donc je trouve que c'est pas mal, voilà. Après, est-ce qu'il faut les mettre en avant tout le temps? Et voilà, je fais pas de business avec mes enfants. Voilà. C'était pas ça que j'étais en train de Non, mais dire. ça pourrait, parce que hier, j'ai vu un sketch sur une nana qui racontait comment elle allait mettre une influenceuse, et je me suis dit, tiens, est-ce que je vais jusque-là?
Bon, en tout cas, quand on regarde les chiffres, hein, aussi bien les budgets que le nombre de personnes qui t'entourent, on réalise que chaque série, bah, c'est une grosse production. On peut d'ailleurs voir de nombreux making-of hein, qui attestent des moyens totalement délirants que tu déploies et de l'authenticité des prises de vue, du maquillage, des costumes et puis de ton rôle de maître d'œuvre, chef d'orchestre, terme employé par Alex Tissot, qui réalise et monte quelques-unes de ces vidéos. À l'ère de l'intelligence artificielle, de ChatGPT et d'autres applications pour la retouche d'images automatique, il sait faire des images lui-même. Il veut qu'on prouve par le making of que tout a été fait manuellement, en fait. D'où cette équipe d'artisans, d'artistes dont il s'entoure. Il est vraiment à l'écoute de toute son équipe parce que c'est un maître d'œuvre qui sait exactement où il veut aller et il tire chacun dans la bonne direction. Au millimètre près, il ajuste en fait, il ajuste son équipe en fait. Il est là pour ajuster tout le monde, j'ai l'impression. L'univers de Sacha, je dirais qu'il est assez onirique au final parce qu'on part toujours dans de la fiction, dans du cinéma, du jeu vidéo et à la fois ça touche au rêve, à l'illusoire, un petit peu au rêve d'enfant qu'on a gardé de ces personnages, quoi. Les making-of, c'est certificat d'authenticité, conformité non fait avec une IA ou pourquoi tu fais ces making-of? C'est pour mettre en avant peut-être toute ta famille d'artistes, d'artisans. Alors, l'IA, c'est récent, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu vois, il y a certaines séries qu'on pourrait imaginer. Alors, il y a encore une écriture IA qui fait que moi, j'aime pas beaucoup, mais en tout cas, ça ouvre à des perspectives incroyables. Nous, quand on fait extraterrestre, on part, on est 35 sur place, on loue un décor dans le désert, et puis il y a enfin, tout est vrai, en fait, c'est comme un film. Euh, mais c'est vrai qu'on a. Alors aujourd'hui, moi, j'insiste là-dessus avec mes équipes parce que j'ai envie qu'on voit que effectivement C'est du vrai. c'est humain, voilà, c'est de l'humain et que si on fait tout en IA, il y aura plus de maquilleurs, plus de coiffeurs, plus de stylistes, plus de décorateurs. Et moi, je n'ai pas envie de ça. Avant, je le faisais pas pour ça, puisque l'IA, enfin, c'était pas une menace. Et d'ailleurs, est-ce que c'en est une? On Non, verra. c'est un autre On débat, verra. mais de toute Mais- manière, mais, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites en post-prod, mais qui ne le sont pas. Non, mais je trouve que. Mais il y en a qui sont de la post-prod quand même. C'est-à-dire Oui, que ouais, le un masque gros d'Iron travail de Man, retouche quand même. il y a de la hein. 3D sur le masque d'Iron Man par exemple. Mais ça part de quelque chose de concret. Alors, Iron Man, on a fait le masque. Il a été fabriqué et puis le résultat final n'était pas au niveau de ce qu'on escomptait et donc on l'a fait en 3D. Mais surtout, ce qui est important, c'est que je trouve que moi, je raconte des histoires. Et mes histoires, elles sont par le biais d'une ou plusieurs images. Mais je trouve que au-delà de que moi je raconte mes images avec les photos finies, je trouve que le making-of permet d'en raconter une autre, c'est-à-dire celui d'une histoire de gens qui travaillent. Et au même titre que quand on regarde un film au cinéma, parfois un Star Wars, on a envie de voir les coulisses. Je trouve que c'est intéressant de voir que, voilà, de montrer un peu Bon comment exemple ça a Star été Wars, fait. parce que les Ouais. premiers, autant il y avait des maquettes dans tous les sens et c'est un bonheur de regarder ça. Puis il y a eu toute une série dans les années 2000 où là, Ouais, c'était c'est plus dur. Ouais. des effets spéciaux dans tous les sens et on perdait la magie de Ouais. cet Et ils univers-là. sont revenus en arrière d'ailleurs. Et voilà. à Et notre- sur les derniers, ils sont revenus en arrière. Ouais. Tout à fait. Et voilà, et je trouve que c'est aussi une façon d'impliquer un peu les gens, de leur raconter l'histoire d'une famille, de nos joies, nos difficultés, et puis du travail que c'est, parce qu'on se rend pas toujours compte en fait. Tu vois une image, tu peux l'imaginer, mais imaginer ce qu'il y a derrière, mais pas toujours. Donc voilà, et puis sûrement chacun, après en regardant les making-of, va y trouver un truc qui l'intéresse, un peu de lumière, un peu de maquillage. Ah, mais ça me fait beaucoup penser au film de Wes Anderson, ce que tu fais, ou La famille Tannenbaum, où tu vois plein Sûr. d'enchevêtrements de gens très différents qui se côtoient avec tous leurs défauts, tout leur truc, mais tu rentres dans les coulisses un petit peu du truc. Enfin, ouais, c'est chouette. Wes Anderson, c'est une très bonne référence. J'aime beaucoup. Sacha, moi j'ai une question un peu, tu n'es pas obligé d'y répondre évidemment, mais moi je me pose naturellement la question du budget, de la production de ces trucs-là. C'est très impressionnant les moyens que tu déploies sur des séries commissionnées comme sur des séries personnelles. Tu fais de la photo, tu fais pas du cinéma. Dans le cinéma, il y a des producteurs, il y a des financements, il y a des machins, des trucs. Comment tu fais pour monter ces super productions photos dans une époque où pour du travail commissionné, les choses sont quand même
moins c'est cher, mieux c'est, quoi. Alors, ce que moi je fais et ce que nous on fait, on peut pas le faire de façon bon marché. C'est impossible. Ouais, non. C'est-à-dire et alors, toutes mes séries perso, je les produis. Une série, en moyenne, c'est 150 000 € à peu près. Colossal, donc. Colossal. Et donc après, je vends des photos, je vends des tirages. J'ai de la chance d'avoir des collectionneurs qui me suivent. Et donc la vente des tirages va me permettre la plupart du temps de rentrer dans mes frais. Parfois, ça rentre pas. Mais j'ai d'autres séries qui rentrent et qui se vendent très bien et qui vont payer. C'est comme j'ai fait un premier livre. Quand j'ai fait le premier livre, ça s'appelait Je t'aime tout simplement. Enfin, ça s'appelait Le Petit Livre de Je t'aime avant qu'il ait été débaptisé. J'ai été voir mon éditeur qui s'appelait Jacques Binstock à l'époque au Seuil. Et puis le mec il m'a dit un truc très bien. Il était plusieurs à vouloir faire le livre. Il m'a dit on fait des livres qui rapportent de l'argent pour pouvoir en faire d'autres Qui rapporte rien. qui rapportent rien mais qui sont nécessaires. Et donc voilà, moi c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai des séries qui rapportent beaucoup d'argent, d'autres un peu moins, et Ça s'équilibre. je trouve l'équilibre là-dedans. Et surtout, mon objectif, c'est pas parce qu'en fait tout ce que je gagne, souvent je le réinjecte. Donc ma qualité de vie, elle a pas, enfin, je vis pareil qu'avant. Mais surtout, je veux avoir le choix encore de pouvoir raconter des histoires dingues avec des budgets dingues, parce que je trouve que dans l'univers photographique, il n'y a pas beaucoup ça. On n'est pas très nombreux à faire Mais non, ça. enfin, c'est ça qui est Voilà. fou. Et un il peu. faut lutter pour ça. Et donc, j'essaye de vendre le plus possible pour pouvoir continuer à payer des équipes de dingue et à se dire, tiens, on va se faire une série avec des robots et des cow-boys aux États-Unis et qu'on puisse fabriquer tout ça. Voilà. C'est un luxe. Et parmi tes productions en cours, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta série sur Hitchcock? On en parle depuis le début, mais comment ça se formalise? Parce que j'ai vu une ou deux images avec un grain argentique très prononcé. Avec quel matos tu shootes et comment tu mets ça en scène? Est-ce que il y a une image qui fait clairement allusion à la course-poursuite dans La mort aux trousses, très célèbre, dans un champ de maïs avec l'avion derrière. Comment tu t'y prends et comment tu fais passer ce message plutôt féministe? Alors, le Hitchcock, c'est vraiment un projet très particulier. Je devais faire une résidence d'artiste sur l'île de Bas. Et puis, je me suis baladé sur l'île et j'ai vu les décors et je me suis dit, waouh, on dirait plusieurs films d'Hitchcock. Il y avait vraiment plein de choses. Et donc, je suis rentré, j'ai réfléchi un peu là-dessus et je me suis dit, mais ça faisait longtemps que je voulais faire un truc sur Hitchcock. J'avais une image que j'avais faite dans Extra Notre saut terrestre, qui est une image où une des jeunes femmes vient au premier plan et elle court. Et quand j'avais vu cette image, je m'étais dit, tiens, c'est bien le mouvement et ça me fait penser à l'univers des oiseaux d'Hitchcock. Ce serait très intéressant d'aller là-bas. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à cette série. Et puis, là, pour le coup, Ben n'était pas là. Mais je me suis maté 53 films. Et j'ai découpé ces 53 films en faisant j'ai fait un travail qui a pris 1 an, colossal, de découpage de chaque film, de choix de chaque scène. Et puis, donc, c'est là que j'ai contacté Leica en leur disant, écoutez, j'ai cette série que j'aimerais bien faire. Gaël m'a immédiatement rappelé en me disant, ça nous intéresse, on adore ce projet. Et j'avais envie de parler du féminisme. Alors, c'est pas une série féministe, mais je me dis, tiens, dans notre époque, moi, je suis fils et petit-fils de féministes. Je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Après, où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? Chacun a ses limites. Est-ce que parfois on va pas trop loin? Est-ce que parfois, au contraire, on ne devrait pas aller beaucoup plus loin? Et donc, en déformant, en transformant des images iconiques qu'on connaît d'Hitchcock, tu vois, des années 30 aux années 70, tout d'un coup, ça doit nous évoquer des choses. Donc, un baiser dans un film d'Hitchcock, c'est une femme qui tombe en arrière avec le mec qui va la prendre dans ses bras. Si tout d'un coup, on fait cette même image du film Vertigo et qu'on met une femme qui prend un homme dans ses bras un peu costaud, un peu masculin, et que c'est elle qui l'embrasse, donc dans l'autre sens, est-ce que ça va nous choquer? Est-ce qu'on trouve ça normal? Voilà, et donc cette série-là, elle est partie de là, de ce questionnement. Et la chance que j'ai, c'est qu'un décorateur avec lequel je travaille sur Cultura m'a dit, mais si tu veux, moi je te fais tes décors. Je dis, mais je peux pas. En fait, j'ai pas les moyens de faire ça. Parce qu'il s'appelle Pascal, il travaille chez Calypse et je lui dis, je ne peux pas, je n'ai pas l'argent. Il m'a dit, c'est pas grave, je te fais des prix coûtants, raisonnables. On shoot dans notre studio. Et donc, on a fabriqué, je crois, 14
décors Mm. identiques à ceux des films. Et après, on est parti avec toute l'équipe sur l'île de Bas. Et on a refait avec des stylistes déco, décorateurs. Enfin, il y avait vraiment une espèce d'énorme équipe. Et t'as fait en fonction de tes films préférés d'Hitchcock parce que depuis tout petit, hein, tu regardais Ouais, des Hitchcock ouais. en mangeant les tartines de brie, là. C'est J'ai ça. entendu ça. Voilà, monsieur a des bonnes rêves. Ouais. Oui, alors, et puis il y en a certains que je connaissais pas, que j'ai redécouvert. Je connaissais les plus importants, mais il y en a des. Voilà, et je les ai tous redécouverts avec plaisir. Donc je me suis dit, si cette série permet à tout le monde de se questionner sur notre rapport et notre égalité et à faire bouger un peu les choses, et en plus à donner à certaines personnes envie d'aller voir des films d'Hitchcock. Putain, j'ai réussi Alors, tu parlais de matériel. Quand j'enchaîne là-dessus, donc quand j'ai contacté les ICA, je leur ai dit, je voudrais faire ça. Ils m'ont dit, waouh, mais nous, on n'a pas vos moyens, on peut pas vous produire votre truc. Mais bon, on aimerait beaucoup travailler avec vous. Donc, ils m'ont passé quelques appareils et j'ai travaillé en argentique et en numérique. Je voulais un peu des deux. Pour vous dire la vérité, j'ai tout doublé, en fait. J'ai tout shooté. Donc, j'avais un M6 et un MP. Et puis, j'avais 2 M11. Et donc, j'avais pas le monochrome à l'époque. Maintenant, je l'ai, ça y est. Et donc, on shootait tout. Et puis après, moi, j'ai comparé les images. J'ai choisi. Alors, il y a des images qui marchent très, très bien en numérique, mais vraiment bien. Et puis, j'ai des choses à changer dessus. C'est vachement bien. Et puis l'argentique, mais ça, les IK argentiques, je les connaissais déjà depuis très longtemps. Et puis, j'ai fait pas mal de recherches, justement, d'optique. C'est-à-dire que avec un numérique, si on veut avoir, avec le M11 par exemple, des images qui fassent très époque, on prend des optiques, il y a des optiques d'il y a 30, 40 bien ans sûr. qu'on va mettre dessus et qui vont amollir un peu l'image, l'adoucir, qui lui donner un grain. Donc tu fais Voilà. très peu de post-prod finalement. Tu On fais en a- toi-même de Non. l'editing un peu? Non. Alors, l'editing, oui. La post-prod, non. Je travaille avec un mec incroyable dont je ne donnerai pas le nom parce que c'est ma recette secrète. Et je ne dirais pas On qu'il connaît s'appelle- son nom, mais on le taira. Je ne dirais pas qu'il s'appelle Li Zhangxin. Et donc, non, alors on fait très peu. Parfois, on a dû rajouter un peu de grain. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on n'avait pas exactement. Mais la plupart, non, on a essayé de shooter au maximum le plus près des images, des images d'origine. Et puis après, j'ai tout fait tirer, y compris les images numériques. Je les ai fait tirer en argentique. Ok. Donc là, il y a encore il y a des petites chimies et des petits essais. Mais on a tout fait tirer en lambda et en tirage traditionnel. Et puis, voilà, et on va choisir. Je repasse par l'étape du film et je renumérise en film. Enfin, il y a tout Il y a tout un bordel. il y a toute une chimie pour qu'à la fin, on arrive. L'objectif n'étant pas de faire des belles images, il est de faire des images qui nous racontent cette histoire-là. Et ça, c'est peut-être ce que j'ai appris de mes années de directeur artistique, c'est que finalement, c'est la finalité qui compte. Bon. J'aimerais que tu nous emmènes dans un petit making-of audio maintenant, hein. Donc on oublie évidemment l'image et la vidéo. Emmène-nous sur ton setup, sur l'une des photos de portraits croisés. Raconte-nous un peu comment ça se passe, qu'il y a, l'éclairage, l'organisation des choses, combien de temps ça dure, qui fait quoi. Raconte-nous un peu tout ça. Comme si c'était tu veux dire que comme si j'avais un micro et que j'étais en train de te promener. Ouais, pourquoi pas. Emmène-nous dans les coulisses d'une prod Sacha Goldberger. Il y a Alors- Joe Star qui finit de se repoudrer le nez en toussant l'ouverture. Il est un peu vénère. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, déjà, quand tu arrives sur un de mes sets, c'est le bordel. Je crois que c'est le premier truc que tu peux voir parce que j'ai souvent entre 2 et 3 chiens. Ensuite, il y a mes enfants qui sont là. En général, mes enfants foutent le bordel. J'appelle ma mère qui vient pour qu'il y ait le moins de bordel, mais elle en fait plus, en fait. Donc, en fait, ma mère, en général, amène du bordel au bordel. Donc, les gens qui viennent pour un shoot sur mon plateau, déjà, quand ils arrivent, je pense qu'ils sont complètement perturbés par la quantité de bruit et de choses qui se passent. Et en même temps, j'entretiens ça parce que ça me semble important et que j'ai absolument pas envie qu'on rentre sur un plateau, il n'y a pas un bruit, et qui est pour moi le truc le plus angoissant. Ensuite, tu vas voir, moi, je travaille souvent à la plateforme, qui est un studio particulier, parce qu'il est sur 2 étages et que quand je prends, par exemple, si on parle de célébrités, c'est bien qu'il soit pas au même endroit que l'endroit où on prépare la lumière. Ah parce ouais, que parce que c'est un peu impressionnant quand même. Exactement. Normalement, j'ai 3 ou 4 assistants
parce qu'il faut que ça aille vite. C'est pas une histoire de... Je mets pas la main dedans. C'est un peu comme un réal, en fait. Je travaille avec des gens qui travaillent depuis 20 ans, qui ont assisté les plus grands photographes, et je leur montre des refs, et avant, je disais, mais un peu à droite, à gauche. Maintenant, je dis même plus rien. C'est-à-dire que c'est pendant que ça shoot, il y a Damien et Guillaume, c'est juste des stars de la Sistana. Les mecs sont photographes eux-mêmes, et ça les fait marrer parce que on fait que des conneries sur mon truc, et donc je pense que j'ai la chance de les avoir encore, alors qu'ils font plus ça normalement, parce qu'ils savent que ça va être complètement dingue, et donc eux, ils corrigent au fur et à mesure qu'on fait les photos, la lumière. J'ai pas besoin enfin, les mecs savent. Ensuite, quand tu descends au sous-sol, c'est que des personnages. C'est-à-dire que si tu vas sur j'ai les meilleurs dans leur catégorie. Donc on a Alice Gandry, qui est pour moi la meilleure maquilleuse, avec Topolino sur la place de Paris, qui a un personnage incroyable. Elle a les cheveux bouclés, elle a une espèce de grosses lèvres, c'est un amour. Elle est un peu chez Père, mais ils sont tous... Alors Alice, si tu m'entends, non, t'es pas chez Père. On est tous chez Père. La dernière fois, je lui ai dit, mais t'es un peu chez Père, Alice. Elle me dit, ah bon? Quand on dit ça à quelqu'un, on reprécise toujours, non mais il faut bien le prendre. C'est Oui, un compliment, prends-le en bien. fait. Non, mais on est tous... Alors, elle est chez Père, mais bon, comme le reste de l'équipe. Après, on a Thierry qui est... Thierry, c'est mon styliste, il est styliste d'époque. Il pourrait sortir de la cage aux folles, voilà. Il est d'une tendresse, d'une précision, d'une qualité. Il est toujours de bonne humeur. Il est incroyable. Et Thierry arrive à me dégoter Il est très, 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 très précis. Sur chaque personnage historique, il va te dire la coiffure, c'est ci, les maquillages, c'est ça. Non, on va plus par là. Les bijoux, c'était ça à cette époque-là. Donc, le mec est très, très pointu. En général, on va tomber... Alors, j'ai des coiffeurs d'époque. Je travaille avec plusieurs personnes, parce que les coiffeurs d'époque, souvent, ils sont très pris sur d'autres choses. Je travaille beaucoup, et j'ai travaillé beaucoup avec Charlotte Arguillère. C'est des gens qui ont l'habitude c'est très important, la coiffure. Ils ont l'habitude de perruques, ils ont l'habitude. Et là, surtout, sur la dernière série, La Portrait croisé, on a besoin d'être capable de faire un David Bowie, comme de faire un Serge Gainsbourg, comme de faire un Marie-Antoinette. Donc, ça nécessite des capacités de coiffure. Ensuite, j'ai ma compagne qui est là, qui est Lina, qui organise tout, qui fait la prod. Donc, elle va faire en sorte que tout le monde ait tout ce qu'il veut. Parfois, c'est pas facile pour elle, parce que il y a toujours quelqu'un qui va lui dire qu'il n'aime pas les pâtes. Elle s'occupe des repas, mais elle fait tout ça avec On parlait de l'absence de frontières vie privée, vie pro, finalement. Non, il y en a pas. Dedans. Ouais. Mais c'est très pratique de travailler avec elle, parce que d'abord, elle me connaît par cœur. Ensuite, et puis, en fait, tous ces gens, alors ça a l'inconvénient de la famille, hein, c'est qu'on s'engueule aussi. Mais tous ces gens se connaissent très bien, et donc elle est là, et elle va gérer. Donc effectivement, c'est pour ça que ma mère vient, pour s'occuper des enfants. Et on finit, et voilà. Et donc, ça commence comme ça, on part au maquillage. Et puis, il y a le moment où le mec est prêt. Et là, moi, je rentre en mode blague. Alors, je commence déjà un peu avant, mais en mode blague, je me suis aperçu que c'était une technique de travail. C'est que quand tu vas sur un shoot, que ce soit moi ou vous ou tout le monde, on est tous un peu impressionnés. Et est-ce qu'on va être beau? Est-ce qu'on est bien? Et donc, en faisant je vanne, mais des vannes mais vraiment pourries. C'est des vannes quoi, mécaniques? C'est toujours les mêmes ou... Non, je balance des trucs. Tu rentres dans une espèce de relation exclusive avec ton modèle, où finalement tout le monde participe aux vannes. Non. En fait, ça bouge dans tous les sens. Là. Et donc là, moi, je suis en vanne avec lui, et je balance, ce qui fait que normalement, le modèle, la plupart du temps, est focalisé sur ce que je dis, et pas sur tout le reste. J'ai des copains photographes qui hurlent, qui font des espèces de cris pour justement avoir l'attention du... Moi, je blague. Et en blaguant, en fait, ça permet... Je laisse d'abord le comédien me proposer des choses, et puis petit à petit, je vais l'emmener vers là où je veux, mais tout doucement et avec un peu de temps. Et en général, la plupart du temps, il y a beaucoup de bruit sur mon set, et je n'empêche pas ça. Après, il y a eu quelques cas, j'ai quelques cas un peu particuliers. Et justement, on a un extrait. Mais on en a. J'ai quelques cas particuliers, mais avec Guillaume Gallienne, j'ai fait une séance incroyable. En Molière. Ouais. Et Guillaume, il avait besoin de calme et de silence. Et j'ai compris ça
tout de suite. Et mon équipe N'a pas compris, elle. Non, non, ils ont pas. Et j'ai dit, pas un bruit. J'ai dit à Lina, je veux pas, je ne bouge plus. Et donc, personne n'a parlé pendant ce qui n'était jamais arrivé, je pense. C'est la comédie française. Hein. Ouais. Mais on a eu une photo finale qui est exceptionnelle. Mais elle s'est faite exceptionnellement aussi dans le silence. Et là, on parle d'énormes productions, on parle des invisibles, les invisibles de ton travail finalement, c'est intéressant. Et tu es allé dans les coulisses de l'Élysée à la recherche d'autres invisibles, ceux qui travaillent dans le palais. Donc un travail beaucoup plus minimaliste par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, sans vraiment tout un arsenal de lumière, en travaillant sur plutôt des jeux d'ombre ou sans possibilité de faire à chaque fois des portraits de personnes. C'était pour le livre d'Emery Doliger qui s'appelle Les Invisibles de l'Élysée. Comment tu as vécu cette expérience ? Alors, il m'a appelé en me disant, j'ai un projet, c'est un projet secret. J'aimerais beaucoup travailler avec vous. Il faudrait prendre des portraits de gens dans l'ombre, de gens de l'Élysée. J'ai dit non. J'ai dit, bah non, en fait, je sais pas faire ça. C'est pas mon boulot. Moi, j'arrive, on est 40. Je viens avec une armada de monde, des lumières partout. Là, vous me dites de venir de faire du portrait. Demandez à Soisig. Qu'il le fait très très bien. Et puis il a insisté. Il a dit non, mais je veux que ce soit vous. Voilà, c'est vous. Et donc j'ai demandé le temps de la réflexion a été assez court, mais je me suis dit bon, c'est quand même un projet exceptionnel. Rentrer à l'Élysée, rencontrer ces gens exceptionnels. Jamais plus. Bon, il n'y avait pas de notion d'argent là dans tout ça. Et donc, j'ai exigé un certain nombre de choses qui sont assez mal passées d'ailleurs, mais que j'ai réussi à avoir finalement, c'est-à-dire quand même d'avoir deux assistants. Et puis, j'ai réfléchi surtout. Je me suis dit, je ne vais pas faire des portraits comme tout le monde. Alors, j'ai fait des portraits comme tout le monde, mais il y a une histoire. L'histoire, c'est des gens de l'ombre. Donc, je me suis dit, si on faisait du clair-obscur en noir et blanc, et si ces personnages, au lieu d'être éclairés, ils soient en fait, qu'au lieu qu'il y ait 20% d'ombre et 80% de lumière, si c'était le contraire. Donc, j'ai acheté du matériel en fonction. Donc, j'ai acheté des trucs pour pouvoir mettre des rayons de lumière à l'arrière pour qu'on ne soit pas complètement dans le noir. Et finalement, j'ai accepté. Donc, on était une petite équipe. Là, j'avais 2 assistants. Et l'expérience a été géniale. Alors, elle était d'abord humaine parce que c'est incroyable d'être à l'Élysée. D'abord, tout le monde est très bien élevé. Les gens sont vraiment très gentils. Et puis, c'est que les meilleurs dans leur catégorie. Donc, j'ai rencontré la fleuriste, l'argentier. Et j'ai fait ce que moi j'aimais, c'est-à-dire que j'ai passé 1 heure à parler avec eux et à leur poser des questions et à avoir des trucs. Et puis pendant ce temps-là, on préparait les choses et en même temps, et puis finalement à faire des photos. C'était pas facile parce qu'il y a une espèce de mise en danger, parce que c'était autre chose. Mais les images, enfin, ça a été une expérience géniale. Les images, elles reflètent vraiment qui ils sont. Et j'ai rencontré, je crois qu'il y a j'ai 30 personnalités. Je suis très content de les avoir rencontrées. Et je crois que tu n'as pas croisé le couple présidentiel, mais on a lu dans un entretien à Paris Match que tu rêvais de les croquer en Bonnie and Clyde. C'est vrai ça ? J'adorais les faire en photo. Ouais, alors, j'espérais là que peut-être j'allais pouvoir faire un portrait du président, mais j'ai pas eu cette chance. J'espérais aussi de faire un portrait de la première dame. Maintenant, alors je pense qu'ils accepteront évidemment jamais, mais j'aimerais. Dans quelques années, ils seront plus dispo. Hein. Peut-être. Peut-être même avant, vu la conjoncture. Peut-être même avant. Écoute, en tout cas, j'aimerais bien faire un portrait des deux, effectivement. J'aimerais bien. Ça fait partie des choses que j'aimerais faire. Bon. Alors, la finalité de tes images, c'est le tirage, l'impression, en grand format. Tu as par exemple exposé tes super-héros sur des tirages de 7 mètres à l'extérieur de la gare d'Austerlitz. Tu travailles depuis une dizaine d'années avec le tireur Christophe Pitt, qui nous parle de la manière dont vous échangez sur les choix de papier en fonction du sujet. C'est un travail de collaboration déjà avec lui en fonction de sa demande à lui, parce qu'effectivement, selon l'image qu'il va travailler, quand il est par exemple sur certains portraits croisés, le choix de ce papier brillant est justifié. Il veut retrouver un papier un peu à l'ancienne, ce qu'on utilisait à l'époque à l'agrandisseur, qui était Cibachrome, qui est un papier très brillant, avec un rendu un peu années 50. Donc là, il va plutôt opter sur certaines séries d'images. Je vois l'une des dernières qu'on a travaillé ensemble, où il a fait une série sur Hitchcock. Il voulait retrouver un peu ce côté cinéma.
ou tirage cinéma qu'il y avait à l'époque. Et effectivement, on a pris la solution de travailler sur un papier photographique, le papier très brillant qui est le Fujiflex en fait. Sur Portrait croisé, par exemple, inversement, il a remis des personnages plus ou moins connus en situation. J'ai l'exemple en tête de Kev Adams qu'il avait grimé en la Joconde. Là, pour le coup, on était là, on avait fait le choix d'un papier se rapprochant plus d'un côté pictural. Donc là, effectivement, le choix avait été fait sur le papier, sur un papier mat. Et un papier coton qui rappelait un peu le côté beaucoup plus pictural, c'était un petit peu moins photographique. Certains photographes, ils sont très arrêtés au niveau tirage. Je veux ça. Donc là, nous, entre guillemets, on est des exécutants, je vais m'exécuter, je vais me rapprocher plus proche de cette demande. Ce qui est intéressant avec Sacha, c'est qu'il a son idée et qu'il me dit, propose-moi qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc voilà, on prend l'option tirage très brillant argentique, en flex, en Fujiflex. Maintenant, voilà, au niveau couleur, je voudrais que tu... alors souvent, il a ses exemples sur son téléphone portable. Il va me dire, tiens, tu te rapproches de ça. Essaye de me faire une ambiance un peu Hollywood. Et puis après, moi, ce que je vais faire de mon côté, je vais me gratter un peu la tête et puis je vais chercher une ou deux ou trois propositions en fonction de comment j'ai senti l'image. Et effectivement, alors ça, c'est un boulot que je trouve hyper intéressant parce que ça a l'avantage même lui, Sacha, tiens, je l'avais pas pensé comme ça, cette image. Maintenant, tu me la proposes comme ça, ben finalement, on va aller vers ça. Donc, il y a un échange là-dessus, mais à côté de ça, il me laisse la possibilité d'avoir d'autres interprétations. Ce qui est arrivé souvent, il me dit, ben, finalement, moi, je la voyais pas comme ça, mais ce que tu m'as fait, je préfère être là-dessus. Moi, je crois pas qu'il y ait vraiment de bons ou de mauvais tireurs. Je veux dire, c'est avant tout un métier, une passion, une vision de la vie. Mais toi, Sacha, si tu devais expliquer ce qu'est un bon tireur, tu dirais quoi? Écoute, un bon tireur, c'est primordial. C'est primordial. Je voulais essayer de faire une blague là-dessus, mais je l'ai pas trouvé. J'aurais pu faire une blague très Pourtant, tu pourrie, peux être mais bien lourd avec ouais, ça. je On t'a tout Mais là, donné, comme on c'était est un pas cadeau quand t'as Ouais, pour tes ouais. 55 ans comme ça. Mais bon. Non, écoute, la rencontre avec Christophe, elle est assez folle parce que j'avais un tireur avec lequel je bossais depuis longtemps. C'est très angoissant d'aller tirer ces images parce que on a fait les retouches ou pas d'ailleurs, on a des films et puis à un moment donné, on va avoir un mec qui va vous sortir un truc et puis ça va pas forcément, la plupart du temps, ça va pas coller à ce qu'on imaginait, voilà. Et c'est le moment où on a envie d'être surpris par sa propre image. Et quand j'ai rencontré Christophe, j'avais un tireur avec lequel je travaillais, mais qui a arrêté. Et on m'a dit, va voir Christophe Pitt, il est vraiment très bon. Je dis, ok, j'ai rencontré Christophe. C'était sur la série Louis 114. Et j'ai amené des tirages. Il m'a sorti les bruts. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Et là, à l'intérieur, c'est le drame. C'est-à-dire que tu regardes le mec, il te dit ça va. Et tu dis, ouais, ça va. Et dedans, tu te dis, putain, je vais crever là. En fait, 3 ans de travail viennent de s'effondrer en l'espace de 10 minutes. C'est foutu. Et donc, je dis, ah, ça va, je pense qu'il y a peut-être des petits trucs à faire. Parce que je dis jamais, c'est de la merde, machin. J'essaie toujours d'amener les choses un peu doucement. Mais dedans, je me dis, c'est grosse merde. Grosse merde. Et il me dit, alors, je vais mettre un petit point de rouge, un point de bleu, je vais en enlever. Et moi, j'y connais rien, en fait. Je suis ni maquilleur, ni tireur. Je dis, oh, très bien. Et en un tirage, le mec a corrigé toutes les images. 80% étaient top. Mieux que ce que mon tireur d'avant, qui était très bon, avait fait. Et là, je me suis dit, bon, j'ai un mec qui non seulement comprend mes images, mais en plus me sort de la panade parce que parfois... Et donc, c'est très important. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, et c'est la façon dont je travaille, tous les gens qui travaillent avec moi, ils sont meilleurs que moi. Mais c'est ça qui est rare même. On entend souvent les tireurs qui sont au service du photographe, qui vont suivre ce qu'ils veulent, etc. Lui a l'air de se permettre au contraire ces interprétations Ouais. qu'il va te soumettre et parfois qui vont te convenir en fait. Alors souvent, mais tous les gens avec qui je travaille sont meilleurs que moi. Il faut pas avoir honte, ils sont meilleurs que moi. Je suis nul en tirage. La lumière, même mes assistants, ils sont meilleurs que moi en lumière. Et les maquilleurs, on n'en parle évidemment pas. J'aimerais peut-être m'y mettre au maquillage, mais bon, j'ai un peu de taf. Mais comme disait Ben, les bonnes idées, c'est quand même toi qui les as, à la base. Non, c'est lui qui les a. Ah non, c'est moi, pardon. Non, les idées, c'est vrai que j'ai fait 15 ans de travail d'idées. Ouais. Donc là, j'ai une petite base. Mais bon, je suis pas le meilleur, mais j'ai une base. En tout cas, je sais ce que j'aime. Mais voilà. Et donc, un bon tireur, c'est un mec qui va mettre en valeur une photo qu'on a pu faire. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, parfois, il me propose un papier ou une chromie.
Et puis, on va choisir ce qu'il a amené parce que c'est mieux. Et puis, parfois, inversement, hein, il ne le dit pas non plus, mais parfois, moi, je dis, tiens, hein, va plus par là. Et le mec regarde, et une fois tirage, et il me dit, t'avais raison. Et donc, c'est très agréable de travailler comme ça parce que, en fait, le seul client, en fait, c'est l'image. Il faut que l'image, elle défonce. Et donc, tout le reste, de savoir si on a raison ou tort, machin, je m'en fous. Moi. Et qu'elle défonce parce que tu imprimes quand même le plus souvent, t'exposes en grand format, très Ouais. grand format même. Alors, les très grands formats, ça, c'est encore un autre taf. C'est-à-dire que quand on te propose, et j'en ai fait pas mal, à des trucs de 10 mètres, de 7 mètres de haut, on tire sur des bâches. Bah ouais, du coup, t'as pas le même niveau de précision en termes de là rendu, là. là. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que j'envoie Christophe Pitt. Non, mais c'est vrai. En fait, quand tu vois la Gacilly, là, ils m'ont proposé, j'ai dit, OK, moi, je fais la Gacilly avec vous. L'expo était vraiment géniale. Ils ont fait, enfin, c'est un super festival. Je suis très content de l'avoir fait. Et je leur ai dit, je fais. On est très mal payé hein, quand on fait des festivals, mais vous passez par Christophe Pitt. Et ils sont passés. Et les images, alors évidemment que c'est pas du Fujiflex, c'est pas les mêmes tirages, etc. Mais en tout cas, la transformation, le passage entre mes tirages et les Jeu d'angle bâche, quoi. Voilà, et les dibons et les C'est un machins. tireur numérique qui utilise des procédés argentiques, hein, Christophe Pitt. Alors, il a fait du numérique. Alors, c'est un tireur, et en fait, il fait du numérique et de l'argentique. Il tire en lambda. Il tire à la main, mais c'est vrai que c'est pas, en ce moment, c'est pas ce qu'il fait le plus. Donc, il fait du lambda, ce qui est de l'argentique, mais par machine. Il fait du numérique. Alors, je vais juste expliquer 2 secondes à nos auditeurs. La lambda, c'est ce qu'on appelle un imageur qui permet donc de projeter une image numérique sur un papier argentique. Voilà. Et qui va passer dans des bains comme sur des tirages Comme un traditionnels. tirage traditionnel. Voilà. Et après, c'est vrai que, par exemple, alors, il parlait d'Hitchcock. Je lui ai fait faire tout en tirage donc lambda sur du Fujiflex. Mais j'ai aussi demandé à Diamantino de me faire aussi des tirages sur du Diamantino Fujiflex. Quintas, oui. Voilà. Autre énorme tireur sur la place de Génial. Paris. Et donc, moi, j'ai la série qui est tirée dans les 2 papiers. Et après, je choisirai, il faudra venir voir l'expo, je choisirai les images qui me semblent les plus opportunes par rapport à cette série. C'est la principale finalité pour toi, le tirage, dans ton processus photographique? Tirage et cadre. C'est-à-dire que j'estime que si tu veux avoir une œuvre chez toi, elle doit être encadrée. Donc, On en revient à la peinture et au tableau, finalement. Exactement. Tu vends tes tirages avec le cadre? Je vends mes tirages avec le cadre. Ok. Et en général, j'ai un boulot de cadre. Je travaille. Monstrueux. Ouais, parce que je trouve que c'est très important. Et que souvent, quand tu achètes, j'ai rien du tout contre les galeries, mais au contraire. Mais souvent, en fait, ça coûte cher de faire des très beaux cadres. Donc, les œuvres sont vendues en boîte américaine. Et moi, je trouve que si tu achètes une œuvre, moi, mes œuvres, elles vont entre 3 et 50 000 euros. Tu as envie d'avoir, tu vois, sur la série extraterrestre, on a fait des cadres en boîte américaine avec des cadres en cuir. C'est très subtil, hein, ça se voit pas que c'est du cuir, mais c'est tellement beau. Et donc, j'essaye d'aller, voilà. Le tirage est très important, le choix du papier est très important, mais la façon dont c'est encadré aussi, je trouve que tu achètes une œuvre finie, voilà. Et donc, même le format a son importance. C'est-à-dire qu'une œuvre pas à la bonne taille, elle est foirée. Enfin, elle peut être foirée en tout cas. C'est quoi l'expo dont tu es le plus fier ou celle qui te fait totalement fantasmer? Tu veux dire celle que j'ai pas encore eue ou celle que j'ai déjà eue? Alors, celle que j'ai déjà eue, qu'est-ce que la plus fière? C'est pas forcément les séries qui me touchent le plus et que je préfère dans mon travail, mais j'avais exposé ma grand-mère au musée CCBB à Rio. Et donc, même si les tirages sont pas. Comment ce projet-là est arrivé dans un musée à Rio, Sacha? Les mecs m'appellent et ils te disent j'adore votre travail, on fait une expo dans. C'est aussi simple que ça. Il y a des analogies avec JR. Hein. JR, il a bossé à Rio, il a un chapeau aussi. Voilà, c'est ça. Des c'est lunettes. ça. Alors, j'ai eu ça il y a pas longtemps dans un mariage. Une meuf qui me regarde, elle fait comme ça, elle fait un signe d'appareil photo. J'avais une paire de lunettes noires et un chapeau. Et elle me dit j'adore ce que vous faites. Je dis, merci, c'est gentil. Il est sympa, Pharrell Williams. Attends. Et donc ça, c'est le matin, tu vois. Donc là, on est... voilà. Et puis le soir, il y a la fête. Et elle revient, elle me dit, franchement, tout ce que vous faites, je suis tellement fan. Vraiment, vos photos. Je dis, bah, écoutez, c'est très gentil. Il y avait ma compagne qui était là et elle dit, et puis ce que vous avez fait sur les favelas. T'as compris tout de suite? Les bidonvilles au Kenya. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas compris. Voilà. Et je lui dis, ah, très bien, les favelas, écoutez...
C'est pas moi, mais par contre, je suis fan de cet artiste. Euh, Pardon, on digresse encore. Ouais, non, si tu voulais exposer quelque part dans un Euh, contexte, une série, à un moment, à un endroit, ce serait quoi? Alors, et donc pour finir sur l'histoire, je suis revenu voir ma grand-mère et je lui ai dit, elle m'a dit pourquoi elle avait une centaine d'années, pourquoi tu m'as pas emmené au Brésil? Je lui ai dit, mamie, c'est quand même, tu sais, où elle avait 98 ans. Je lui ai dit, ah, le voyage est quand même très compliqué là. Elle m'a dit, fais-moi une promesse que je n'ai pas pu tenir malheureusement. Elle m'a dit, si un jour tu exposes en Israël, tu m'emmèneras. Et je lui ai dit, écoute, promis, même s'il faut que je t'emmène dans un fauteuil roulant ou sur une civière, je t'emmènerai. Et puis malheureusement, on n'a pas eu de proposition, enfin voilà, d'exposition là-bas. Et si je devais faire une exposition, écoutez, je suis très, je rêve, mon rêve, et je suis passé à côté, mais c'est pas fini encore, c'est d'exposer ma série Louis 114 à Versailles. On devait le faire, et puis pour des raisons de Covid, machin, ça s'est pas fait. Et donc, ils avaient dit oui. Et puis voilà. Et puis on doit encore discuter. J'aimerais beaucoup exposer ces tirages. C'est des très grands tirages. Dedans, il y a Louise Bourgoin, il y a Mathieu Chédid, il y a toutes sortes de gens que j'admire beaucoup. Il y a surtout 3 ans de travail avec. On a fabriqué tous les costumes, on a fabriqué toutes les coiffures. Alain a fabriqué toutes sortes d'objets. Les portraits sont, à mon avis, absolument dingues. On a fait il y a un travail de parfum autour de ça. Enfin, il y a vraiment il y a un travail de lettres. Les objets sont visibles, les costumes. Bon, donc l'idée, ça serait de faire une espèce d'exposition 360. Ce serait dans les jardins ou en intérieur? Palais des Glaces. Alors, Plus simple. Alors moi, j'avais opté pour les Palais des Glaces, mais pourquoi pas, parce que ils iraient très bien. Non, je pense que je pense que ça a plus sa place à l'Orangerie. Enfin, il y a plein d'endroits comme ça où ils exposent des artistes. Mais voilà, après, c'est pas fait, et on bataille là-dessus. Bon. Alors, il y a les tirages, puis il y a les bouquins aussi. Hein. Charlotte Vanier, la directrice des éditions Révélateur, nous parle du défi posé par ton travail photographique à un éditeur et sa démarche artisanale. Ma maison d'édition étant en phase de démarrage, jamais j'aurais pensé pouvoir publier un photographe comme Sacha Goldberger. Quand on m'a proposé ça, je me suis dit « Ah, mais putain, c'est un truc quand même de fou, c'est une belle aventure ». Son travail, il est compliqué à imprimer, à mettre en valeur dans un livre, puisque les tirages de Sacha, c'est souvent des trucs très grands, des très beaux tirages sur des papiers très particuliers. Donc, comment retranscrire ça en bouquin sans dénaturer son travail? C'était un peu un gros challenge. Mais bon, moi, les challenges, j'aime ça. Et puis en fait, ça a assez vite collé avec Sacha au niveau relationnel. Moi, je trouve que c'est quelqu'un, en fait, malgré les apparences, super accessible, super humble. Alors, il peut avoir des côtés qui font un peu peur parce qu'il peut être très, comment dire, très directionnel, très tranchant. Mais en même temps, je l'entends, hein, c'est comment dire, c'est tout à son honneur, d'autant plus que quand on produit un travail tel que le sien, avec tous les techniciens que ça entend, le temps que ça prend, les budgets que ça prend, on lâche pas, on lâche jamais. Et voilà, et Sacha, il lâche jamais, il a bien raison. Ça tombe bien, moi je lâche jamais non plus, donc je pense que c'est là aussi on s'est bien entendu. Et puis je pense que on a un peu les mêmes goûts, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment des goûts, les mêmes objectifs plutôt de qualité, de représentation, enfin tout ça. Moi, j'édite très peu de bouquins. Je fais entre 3 et 4 livres par an, parfois 5. Mais pour moi, l'édition, c'est vraiment un travail relationnel entre un auteur et un éditeur, entre un graphiste, entre un imprimeur, entre un photograveur. C'est vraiment une histoire commune. À aucun moment, je prends les photos d'un photographe et j'en fais ce que je veux. C'est quelque chose qu'on travaille toujours de concert. Et c'est ça qui fait, je pense, que mes livres plaisent et qu'ils sont riches. Je pense que c'est ça aussi qui fait que les auteurs ont envie de travailler avec nous. C'est prendre son temps, c'est vraiment faire les choses ensemble et c'est vraiment un travail collaboratif. Et Sacha est vraiment aussi dans cette perspective et ça, c'était très intéressant. Sacha, il pousse les gens vers le haut et ça, c'est plutôt rare aujourd'hui.
dans l'économie du livre ou de l'édition en général, ou même de la presse, c'est que avec des budgets restreints, on a souvent envie de lâcher très vite en se disant ouais, mais là je suis pas hyper bien payé là-dessus, je vais pas, ou non, on n'a pas de budget donc on va lâcher sur le papier. Non, on lâche jamais sur rien, on trouve toujours des solutions. Alors ça c'est un peu le credo de ma maison d'édition aussi, mais c'est le credo de Sacha. Voilà, quoi qu'il se passe, les choses doivent se faire et on trouvera un moyen, et dans la bonne humeur et jamais dans l'adversité. Ça va me coûter une tonne cette émission. Bon, Putain. c'est 3 balles à chaque fois. Hein, ça Ouais, va. mais bon, tu sais, moi, je vous ai dit, C'est pas fini. 150 000 euros la série. Après, il 3 reste balles, plus plus, 3 balles, plus il 3 reste balles. plus grand chose. Hein. Ouais, je suis d'accord. Charlotte, quelle belle rencontre. Quelle belle rencontre. Quelle maison d'édition. Je t'ai coupé dans. Ah, mais vas-y. Écoute, elle a une énorme qualité, c'est que elle aime les livres et que je crois pas que l'argent ce soit sa motivation. Et d'ailleurs aujourd'hui, malheureusement, à une époque on arrivait à vendre 3, 5, 10, 15 000 bouquins. Là maintenant, c'est plus les mêmes chiffres. Mais nous, quand on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on voulait faire des beaux livres et donc on en est au 2e. On en a d'autres en projet. Et les livres, et puis réédition du premier livre qu'on a fait, donc il a été édité 2 fois. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est la qualité. Voilà. Et c'est pour moi une grande qualité, parce que j'ai rencontré quelques éditeurs dans ma vie, et c'était pas toujours le cas. Et ça veut dire que elle va aller jusqu'au bout, elle va donner les moyens au livre d'être beau. Et c'est important parce que c'est le seul truc qui reste en fait. C'est-à-dire que quand ton expo est terminée, quand ta bâche de 7 mètres de haut est partie, quand il reste quoi? Il reste les livres, et donc ça te fait une trace. Et là, par exemple, on a fait 3 livres. Donc un qu'on a réédité, qui s'appelle Alien Love, qui est un très joli livre. Donc la première série était épuisée. Et il y avait, on a poussé, enfin j'ai poussé, et elle était d'accord pour qu'on ait 2 papiers différents selon les séries. Donc on a une série sur I Want to Believe que j'avais shooté que au Leica, qui est une série noir et blanc argentique faite au M6 et au MP. Et ça, c'est un espèce de vieux papier qui est vachement bien, que d'ailleurs en tirage, Diamantino m'a trouvé un papier introuvable en me disant ce rouleau-là, il est pour toi, je te le garde, ça ira bien avec ta série. Et quand je vous parlais de la qualité des gens, je trouvais la série pas mal, et quand il l'a tiré, donc Diamantino Quintas, quand il l'a tiré sur ce papier, elle est passée de pas mal à bien, enfin, ou à très bien. Enfin, c'est difficile pour moi de dire que mon travail, mais en tout cas, elle a gagné en qualité. Et quand j'ai montré ces tirages, parce que je viens toujours avec mes tirages, enfin, j'amène tout pour que l'éditeur comprenne de quoi il s'agit. Quand j'ai montré ce papier, elle a dit on va chercher un papier équivalent. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est un plaisir de travailler avec elle, parce que elle nous emmène, elle emmène les artistes et les photographes sur le calage, ce qui est pour moi primordial, parce que c'est là que tout se passe. Elle fait attention de pouvoir tout caler. Enfin, Surtout sur tes images qui sont a priori particulièrement difficiles. Compliqué, à ouais, imprimer. ouais, compliqué. Et même là, en fait, la première édition, il y avait un papier qui n'était pas forcément le meilleur papier, et on en a parlé ensemble, et on a fait un choix de papier, qui est un papier génial. Et puis là, on vient de refaire ensemble un autre bouquin qui est Portrait croisé, dans lequel il y avait tout. Alors, le livre est très beau parce que il y a les photos, bon, on les connaît, les photos, on les aime pas, mais j'ai demandé à chaque artiste de me faire un texte. Et donc, j'ai un texte de Mathieu Chédid, j'ai un texte de Kali qui est dément. Tu as fait en Joker, Kali. Ouais, notamment. Kali. Ouais, c'était une très belle rencontre. Kali, c'est un personnage très fragile, très sensible. Et il voulait pas. Alors, tout à l'heure, tu m'avais dit comment ça se passe pour le choix. Quand je lui ai dit je voudrais te prendre en Joker, il connaissait pas le film. Et il m'a dit mais j'ai pas envie d'être un clown. Je dis si, je t'assure ça. Et on parle pas du Joker dans les Batman, mais le personnage incarné par Joaquin Phoenix. C'est exactement le dernier Joker. Le dernier Joker. Et écoute, et donc je lui ai dit mais regarde ce film, le film va te toucher, c'est un trait, voilà. Et puis finalement il m'a fait confiance, et la photo est dingue. Et donc dans ce livre qu'on a fait chez Révélateur, il y a, en plus de toutes ces photos, il y a des textes, et on a fait ce choix de papier. Et donc voilà, donc je pense que c'est une chance d'avoir une éditrice qui aime les livres comme ça. J'ai beaucoup de chance. Et tu parles de texte, tu écris toi un peu aussi, non? Tu écris même des contes pour enfants? Alors, j'ai écrit des contes pour mes enfants, mais non,
Le mec est très bien renseigné quand même. En fait, j'ai Mathias Malzieu avec qui j'ai fait des photos, qui m'a appelé il y a quelques mois. Chanteur de Dionysos. Très bon groupe. Exactement, très bien. Et le mec est dément, le mec est génial. Et il m'a dit, est-ce que tu pourrais m'écrire un petit texte avec, j'ai d'autres gens que j'aimerais faire un bouquin avec des textes sur l'enfance. Et donc, je me suis mis derrière mon ordinateur. Ça a été une épreuve quand même parce que avec tout ce qui, enfin, j'avais pas beaucoup de temps et donc j'ai passé du temps. Et puis j'ai écrit, effectivement, j'ai écrit une nouvelle, une petite nouvelle sur mon enfance avec une histoire d'amour avec une femme que j'attends la nuit. Ça rejoint ton tout premier livre écoulé à 130 000 exemplaires, qui était en Ouais. lien avec ça aussi. Exactement. Sauf que là, c'est ma mère. Ouais, écoutez-moi, docteur. Bon, je reviendrai à la prochaine séance. Bon, la séance, c'est pas tout à fait finie, Sacha. Reste bien assis. Allonge-toi, pardon. Bon, écoutez, je vous propose qu'on conclue là-dessus. Bon, j'ai évidemment, comme toi, Benjamin, je pense, encore 2 milliards de questions à te poser. Mais bon, voilà, le temps file. C'est déjà formidable, tout ce que tu as partagé avec nous. Merci beaucoup, Sacha.